Mi-singe, mi-homme, les hommes sauvages peuplent notre imaginaire. Les Yétis, Bigfoot, Sasquatch et autres Hornpendek, ces bêtes presque humaines sont synonymes de folklore. Enfant, j'adorais les monstres parce qu'ils sont effrayants. Mais une fois adulte, j'ai voulu connaître la vérité qui se cache derrière. Mais ce mythe intéresse des équipes scientifiques du monde entier qui parient sur l'existence du Yéti. Vous ne pouvez pas avoir tant de gens, sur une aussi longue période, qui disent avoir vu quelque chose si ça n'existe pas. Lancée dans cette quête du Yéti, une équipe danoise et britannique recherche en Asie ce mystérieux homme singe. D'après la morphologie de ce poil, il n'y a aucun doute. Il y a à Sumatra un primate inconnu qui attend encore d'être découvert. Et outre-Atlantique, une équipe américaine financée par un millionnaire canadien, chasseur de Yéti, pourrait aboutir plus vite, grâce à une série d'analyses ADN révolutionnaires pour les uns, suspectes pour les autres. Plus récemment encore, une équipe anglaise et suisse relève à son tour le défi. Leurs premiers résultats ont défrayé la chronique. Qui va remporter cette course à la publication d'une découverte majeure? Cette quête est-elle sérieuse? Et qui sont ces chercheurs capables de s'investir dans un sujet aussi controversé? En 1955, une expédition française gravit le mont Makalu dans l'Himalaya. En chemin, il remarque d'étranges traces dans la neige. Plusieurs photographies de ce type feront le tour du monde. La légende du Yéti, notre monstre préféré, est née. À défaut de preuves de son existence, le Yéti rejoindra rapidement les ovnis et les fantômes pour s'épanouir dans le fantasme et l'imaginaire. Mais tout bascule en 2004, quand Nature, la prestigieuse revue scientifique, déclare le Yéti apte pour la science. Le point de départ, la découverte en Indonésie de squelettes d'une espèce d'homme aujourd'hui éteinte, l'homme de Flores, surnommé le Hobbit en raison de sa petite taille. À peine plus d'1 mètre pour une vingtaine de kilos. Mais le plus étonnant, c'est que cet hominidé aurait vécu entre -100 et -10 000 ans, c'est-à-dire en parallèle à notre propre espèce Homo sapiens, un cousin vivant en même temps que nous. Si ce phénomène a été possible pour l'homme de Flores, la célèbre et très sérieuse revue Nature l'affirme. Le Yéti pourrait être lui aussi un homme préhistorique. Mais contrairement à Flores, Néandertal ou Homo erectus, il n'aurait pas forcément disparu. Cette approche du mystère des hommes sauvages repose sur une nouvelle conception de nos origines. Nous sommes dans la grande galerie d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et c'est en comparant et en classant les espèces, on appelle ça la systématique, donc en essayant d'établir une vision ordonnée de la nature, qu'on a compris qu'effectivement, il y avait des groupes d'espèces qui se ressemblaient plus que les autres. Toute l'image que nous avons eue jusqu'à il y a encore très peu de temps, même en paléontologie, même au XXe siècle, ça a été ce schéma de l'évolution qui mène à l'homme. Vous savez, cette procession avec des animaux qui se redressent. Donc on a une vision extrêmement linéaire, progressiste de ce schéma de l'évolution de la lignée humaine. Jusqu'à que s'installe, dans les années 1990, une conception qu'on va dire buissonnante de l'évolution, qui montre qu'il n'y a pas de finalité, dont l'homme serait l'apothéose, mais qu'il y a eu en fait plein d'expériences en Afrique, également en Asie, sur ce qu'a été l'évolution d'un groupe, et on le sait maintenant, qui a été jadis extraordinairement florissant. Voici le principal changement introduit par la théorie du buisson. Nous savons aujourd'hui que le genre humain a connu un foisonnement intense pendant des millions d'années. De nombreux cousins et ancêtres potentiels ont été découverts, remettant à plat nombre de nos certitudes sur nos origines biologiques. Le résultat le plus étonnant est que voici à peine quelques dizaines de milliers d'années, plusieurs espèces humaines se partageaient la Terre. Nous connaissions l'homme de Néandertal, découvert en 1857, l'homme de Flores, découvert en 2004, et bien en 2010, nouveau coup de théâtre,
l'analyse ADN d'un bout d'os retrouvé dans une grotte du sud de la Russie prouve l'existence de l'homme de Denisova, une espèce humaine dont on ignore à ce jour l'apparence. Comme on sait maintenant que tout ceci est extrêmement récent, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, dans des régions du monde que Homo sapiens serait négligé pour des tas de raisons, peut-être des reliques, des vestiges de ces hommes du passé qui traînent dans les mémoires et dans les légendes de partout dans le monde. Le Yéti, un survivant d'une espèce ancienne qui aurait dû disparaître. C'est bien la seule théorie qui lui permettrait de quitter la légende pour entrer dans le monde réel. Signe que le Yéti est devenu plus crédible, certaines institutions scientifiques prestigieuses, comme ici le musée zoologique de Lausanne, en Suisse, lui ont ouvert leurs portes. Alors voilà, on se trouve devant une vitrine un peu vide, qui est celle qui est dédiée au Yéti dans notre musée. Il n'y a pas grand-chose dedans, comme vous pouvez le constater. On ne sait pas, peut-être qu'à l'avenir, elle va se remplir avec des restes de vrais Yétis que les scientifiques vont trouver. Pour l'instant, en fin de compte, c'est plutôt un clin d'œil. On est tout à fait conscient du fait que, jusqu'à preuve du contraire, le Yéti est un animal pour l'instant imaginaire. Et on garde la porte ouverte, on garde un semblant d'espoir que cette vitrine se remplisse un jour. Verrons-nous un jour un Yéti dans la vitrine d'un musée, parmi les animaux bien connus? Si le très sérieux musée de Lausanne est spécialisé aujourd'hui dans l'étude du Yéti, c'est parce qu'il a accueilli, il y a 10 ans, les archives de Bernard Hovelmans, un zoologue aujourd'hui disparu. Non seulement Bernard Hovelmans osait croire au Yéti, mais en plus il affirmait haut et fort qu'il s'agissait simplement d'un homme de Néandertal. À l'époque, il fut violemment rejeté par la communauté scientifique. Mais depuis les récentes découvertes de Flores, tout a changé. Les dizaines de milliers de documents rassemblés par Bernard Hovelmans font désormais l'objet d'un intérêt inédit de la part des chercheurs. Ils constituent en quelque sorte le point de départ de la nouvelle quête scientifique du Yéti à travers le monde. Les boîtes d'archives qui concernent en fin de compte ce qu'on appelle le Yéti ou les Yétis sont divisées en différentes régions. En Amérique du Nord, donc vous avez ici tout ce qui va concerner bien sûr le Sasquatch ou le Bigfoot. Vous avez ici la zone européenne, les hommes néandertaliens, les régions sibériennes avec les Yétis et autres Almasty. Et puis vous avez en plus bas alors la zone orientale avec la sous-zone indonésienne avec le Rampendeng. C'est donc une masse de 25 à 30 000 documents qu'il a collationnés pendant 50 ans. Et une fois, ce sont des boîtes qui sont assez bien remplies, assez denses. Et puis voilà ce que vous allez trouver à l'intérieur. Une pile de documents consacrés à l'homme sauvage et velu, mais c'est le terme que lui consacrait générique, on va dire, à tous ces hommes Yétis et autres. Empreint d'un énorme pied d'apparence vaguement humaine, appartenant à un être inconnu, peut être apparenté au Gigantopithèque. Et empreinte de pied qui vient d'un terrain argileux dans le Tien Shan. Bernard Hovelmans est un pionnier dans son domaine. C'est lui qui inventa le terme de cryptozoologie, l'étude des animaux cachés. Escroquerie intellectuelle pour les uns, simple branche de la zoologie pour les autres, cette discipline est l'objet depuis toujours d'une intense polémique. Des grands pontes de la zoologie française dans les années 70, quand ils discutaient avec Bernard Hovelmans, discutaient de l'existence du Yéti en disant « mais continue, c'est bien, fonce, t'es sur la bonne voie ». Après, en public, les choses étaient des fois un peu différentes. Les archives d'Hovelmans sont désormais devenues très précieuses. Un spécialiste renommé, le Britannique Brian Sykes, professeur de génétique à l'université d'Oxford, s'est même associé en mai 2012 au musée de Lausanne pour se lancer à la poursuite du Yéti. Leur premier objectif, rassembler des échantillons crédibles. On a fait paraître un communiqué de presse qui est un appel en réalité à la communauté internationale en leur disant « écoutez, voilà, en 2 mots, les choses sont les suivantes. La controverse autour du Yéti, elle n'est pas prête de s'éteindre. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous confiez vos échantillons. Vous avez des échantillons de poils de Yéti, confiez-les-nous.
On va les traiter avec une nouvelle technique d'analyse moléculaire génétique. Et on va voir, en fin de compte, si on arrive à déterminer un être qui pourrait, en fin de compte, laisser supposer l'existence d'un Bigfoot, d'un Yeti ou d'un Sasquatch. Et puis après, on verra bien. Michel Sartori et le Britannique Brian Sykes partent en quelque sorte de zéro. Ils attendent des échantillons pour travailler. Pendant ce temps, d'autres équipes dans le monde sont déjà allées plus loin et étudient depuis longtemps des poils attribués au Yeti. C'est le cas des scientifiques de Copenhague. Leur grande force, ils sont déjà des experts dans l'étude scientifique des poils. Car l'équipe du professeur Thomas Gilbert a inventé une technique d'analyse génétique qui lui a permis de séquencer l'ADN d'un mammouth décédé il y a 50 000 ans à partir d'un seul et unique poil. Nous avons beaucoup travaillé sur les poils. Mes collègues et moi avons écrit il y a quelques années des articles sur la façon dont on peut récolter du matériel génétique depuis des poils anciens ou dégradés, dans un contexte anthropologique, archéologique et de médecine légale. Donc nous sommes ouverts, faisons les analyses et donnons les résultats que nous avons. Un poil, c'est très solide. Il ne casse pas facilement. Les champignons et les bactéries ne l'endommagent que très peu, donc il peut survivre pendant assez longtemps. Le poil a cette capacité particulière, quand il grandit, il emporte les cellules et l'ADN avec lui. En grandissant, le poil entoure un éventuel noyau de cellules et l'ADN dans une cuirasse de créatine. Dans un poil, on peut trouver le génome complet de l'organisme qui a perdu ce poil. À partir d'un poil, on peut tout faire. Cette équipe a déjà analysé plusieurs poils candidats du Yeti qui provenaient en fait de chiens ou de chevaux. Mais pour Thomas Gilbert, il est important de conduire de tels tests, quitte à risquer d'être marginalisé dans la communauté scientifique. Il y a énormément de gens qui veulent croire qu'il existe une espèce d'homme caché, que ce soit le Bigfoot ou le Yeti. On me demande souvent pourquoi je suis impliqué là-dedans. Si je suis un scientifique crédible, pourquoi est-ce que je joue au cryptozoologue? Mais de nouvelles espèces de primates sont encore découvertes. Ça montre que même si on pense tout savoir, il y a encore des choses à découvrir. L'analyse de poils est donc une méthode clé dans la chasse au Yeti. Mais en l'absence d'échantillons ou en complément, les empreintes de pas font l'objet d'une véritable spécialité scientifique, l'ichnologie. Appliquée depuis longtemps en paléontologie, elle a livré des résultats étonnants dans la quête de l'homme sauvage. L'un des meilleurs spécialistes de l'ichnologie, c'est le primatologue David Shivers, de la prestigieuse université de Cambridge. Il a supervisé les recherches de terrain sur les gibbons, les orang-outans en Malaisie et en Indonésie. Depuis une dizaine d'années, il s'est penché sur un homme sauvage légendaire, celui de Sumatra. Baptisé Orang Pendek, c'est-à-dire le petit homme. Certaines empreintes ont fini par convaincre le professeur Shivers de l'existence de ce potentiel Yeti indonésien. Ce qui renforce la crédibilité sont les rapports des colons hollandais qui étaient présents dans la zone et qui remontent aux années 1920. Et aussi ceux des locaux probablement avant ça. Il s'agit du même phénomène. C'est un peu ennuyeux de se cantonner à ce qui est scientifiquement prouvé. Ce qui rend la science intéressante, c'est des sujets comme celui-là, aux frontières qui ne sont pas encore prouvées. Mais on en parle parce que l'on pense que les preuves viendront. Ces empreintes sont fascinantes. Le talon recourbé est unique. Nous l'appelons pied banane. J'ai gardé des copies, mais les archives principales sont à Londres, au Muséum d'histoire naturelle. Quand on regarde ces images des autres hominoïdes, c'est-à-dire des hommes et des singes, on voit que ces empreintes présentent un mélange unique. Le pouce rétréci présente un angle proche de celui de l'orang-outan. Les orteils ont tous plus ou moins la même longueur et en ce sens, ils sont comme ceux des humains. Je pense que le fait qu'ils marchent sur ses deux jambes, se tiennent debout, le fait ressembler à un humain. Ce qu'il est vraiment, quelque chose entre l'orang-outan et le gibbon. L'Orang Pendek est historiquement l'un des meilleurs candidats au statut de Yeti vivant. De nombreuses équipes, mais aussi beaucoup d'amateurs, d'artistes et de passionnés sont sur ses traces.
Même si Orang Pendek n'était qu'un orang-outan qui aurait évolué pour marcher sur deux jambes, je trouve que c'est quand même important. Parce que le temps dont il a disposé pour évoluer a été si court que nous pourrons apprendre beaucoup de choses, quelle que soit son espèce. Quand je les fabrique, de toute façon, ce n'est pas juste un travail. J'ai mis mon esprit, mon affection, et l'idée que quelque chose comme ça puisse exister, je trouve ça exaltant. Et ça me donne envie d'aller là-bas pour le chercher. Ces amateurs passent pour de doux dingues. Pour beaucoup, ils sont aussi peu crédibles que les chasseurs d'ovnis ou de fantômes. Le problème, c'est qu'aucune institution scientifique n'investit sérieusement dans la recherche d'échantillons d'hommes sauvages sur le terrain. Et cette mission est finalement remplie par ces passionnés. L'un des plus célèbres est Richard Freeman. Il s'est déjà rendu 4 fois à Sumatra et a même écrit un livre sur l'Orang Pendek. Les cryptozoologues font tout ça pour découvrir de nouvelles choses. Nous ne sommes pas intéressés par le mystère ou la confusion. Nous voulons connaître la vérité, ce qui existe au-delà de la prochaine colline, ce qu'il y a dans les profondeurs de la jungle, ce qui existe dans les profondeurs des océans. On veut mettre la main sur ces créatures et les étudier. Donc c'est une vie d'aventure. Aujourd'hui, ce cryptozoologue, chasseur de monstres professionnels, prépare une 5e expédition en quête d'échantillons d'Orang Pendek. Je pense que toute l'histoire d'Orang Pendek repose sur la terre de Sunda. Sunda était une large péninsule qui réunissait la Malaisie, Sumatra, Bornéo et Java. Il y a 10 000 ans, à la fin de l'âge de glace, le niveau de la mer a monté. Là, Sumatra, Bornéo, Java et la Malaisie ont été séparés, devenant des îles et une péninsule. L'orang-outan de Bornéo et celui de Sumatra demeurant chacun sur son île. Je pense que l'Orang Pendek est une 3e espèce distincte d'orang-outan qui a évolué pour vivre sur le sol dans la forêt. Quand les zoologues ont voulu avoir des images filmées du léopard des neiges au début des années 70, ça leur a pris 6 ans sur le terrain avant qu'ils puissent filmer le léopard des neiges. Et on sait que le léopard des neiges existe. Pour un animal comme l'Orang Pendek, on peut aller sans cesse sur le terrain sans jamais le voir. Donc nous avons besoin d'y retourner. Richard, le cryptozoologue, et Adel Morse, l'artiste, préparent donc leur expédition vers Sumatra. Ils fourniront leurs éventuels échantillons à l'équipe de Copenhague pour l'analyse des poils. Pendant ce temps, Michel Sartori de Lausanne et le Britannique Brian Sykes d'Oxford reçoivent leurs premiers échantillons, grâce à l'appel lancé dans les médias du monde entier. Les premiers prélèvements qui leur sont fournis viennent de l'autre bout de la planète, de l'Amérique du Nord. Là-bas, l'homme sauvage s'appelle Bigfoot ou Sasquatch, un être gigantesque censé parcourir les immenses forêts du continent américain. Bigfoot a même son émission de télé-réalité qui est un énorme succès. La popularité de Bigfoot fait vendre tout et n'importe quoi. Un Américain sur 3 est convaincu de son existence. Le folklore autour de Bigfoot est énorme en Amérique du Nord. C'est un terreau fertile pour l'imaginaire populaire. Vous avez le monstre qui fait Rah! Et vous avez aussi le Bigfoot au bœuf séché. Mais pourquoi la rencontre avec un homme sauvage fait-elle fantasmer l'être humain aux 4 coins du monde ? S'il nous attire tant, c'est peut-être parce que le Yéti est notre double qui aurait échappé à la civilisation. Les hommes n'ont pas envie de rester seuls. C'est la raison pour laquelle ils cherchent des êtres qui leur ressemblent, qui leur serviraient de trait d'union avec le reste de la création, avec le reste de la nature. Et en même temps, l'homme de la nature, c'est bien parce qu'il est libéré des contraintes sociales. Il y a une espèce de nostalgie, de la sauvagerie. Tarzan, c'est celui qui est libéré, qui a vécu avec les animaux, qui a vécu en correspondance avec la nature, qui est bien dans sa peau. Le grand public est fasciné par Bigfoot. Pourquoi ne le serait-il pas? C'est une créature fascinante, mystérieuse. Beaucoup de gens croient qu'elle cohabite avec nous.
Ça serait vraiment chouette si Bigfoot existait. J'adorerais ça, quel scientifique refuserait d'étudier ça? Le problème, c'est que les preuves ne sont pas au rendez-vous. Avril 2013, sur une route de Floride, des automobilistes stupéfaits observent ce qu'ils pensent être un Sasquatch. Ils le photographient, convaincus de ramener enfin la preuve de l'existence de la créature. Des photos comme celle-ci, il en apparaît des dizaines chaque année. Des preuves toujours insuffisantes car suspectes de mise en scène ou d'effets spéciaux. Il faut donc aller plus loin et là encore prélever des traces biologiques. Comme ailleurs dans le monde, les scientifiques américains investis dans la quête du Sasquatch, marginalisés par leurs collègues, n'obtiennent pas les fonds suffisants pour mener eux-mêmes des campagnes de fouilles. Ils se contentent de collecter des échantillons venus de partout et de nulle part. Ils comptent sur les investisseurs privés, comme ce millionnaire canadien. Ici au Canada, Adrian Erickson est le chasseur de Bigfoot local. Homme d'affaires prospère, passionné de chasse et de pêche, il vit plusieurs mois par an à God's Lake, au milieu des immenses forêts canadiennes. Si vous réunissiez toutes les personnes qui ont vu un Sasquatch, vous pourriez remplir une ville. Les gens ont le droit de savoir qu'il y a des créatures comme celle-là qui n'ont pas encore été découvertes et qu'elles existent. Donc je me suis dit, bon, mon business marche bien, je vais utiliser mon argent pour prouver au monde que ces choses-là existent. J'ai pensé que si nous arrivions à avoir de meilleures images que ce que nous avions, c'est-à-dire pas grand-chose, ça devrait leur suffire aux scientifiques. Ces moyens financiers très importants lui ont permis d'engager une équipe comprenant scientifiques et caméramans en quête de preuves de l'existence de l'homme sauvage au cœur des forêts du continent. Des gros moyens pour convaincre enfin la communauté scientifique de l'existence du Yéti américain. Mon grand-père m'a raconté qu'il l'a vu. C'est un homme très large et très grand. J'aimerais bien le voir par moi-même. Si je le vois, alors j'y croirai vraiment. Voir pour croire. Toute l'histoire du Yéti en quelques mots. Les équipes internationales sont donc mobilisées. D'un côté, les scientifiques dans leur laboratoire, de l'autre, faute de mieux, les chasseurs de Yéti à la recherche d'échantillons. L'équipe britannique lance sa 5e expédition en Indonésie à la recherche d'Orang Pendek. L'artiste Adele Morse et le cryptozoologue Richard Freeman sont à Sumatra. L'ouest de cette île, parsemée de volcans, est considéré comme l'un des derniers lieux de vie supposée de la mythique créature. Chaque année, à chaque fois que je reviens ici, il y a toujours plus de champs et moins de forêts tropicales. On peut voir que l'agriculture grignote tout peu à peu. Il y a un risque que l'Orang Pendek soit éteint avant même qu'il soit découvert et identifié. Adèle et Richard se rendent dans l'un des villages situés près du mont Kerinci. Ici, Orang Pendek est loin d'être un inconnu. C'est la première étape pour nos chasseurs de monstres, rencontrer des témoins qui affirment avoir aperçu la créature. Merci à tous d'être venus. Moi et ma collègue avons fait tout ce chemin depuis l'Angleterre pour rechercher l'Orang Pendek. C'est la 5e fois que je viens ici. Nous voulons prouver son existence et le protéger. Donc, qui d'entre vous ici a vu l'Orang Pendek? J'ai vu l'Orang Pendek. Sa fourrure était grise. Il faisait 1 mètre de haut et il avait de gros muscles. Orang Pendek était en train de manger des fruits kitanes. Pourquoi ont-ils peur quand ils le voient? Parce que je n'avais jamais vu ça. Avec les éléphants et les tigres, je n'ai jamais peur. Mais un truc comme ça, j'en avais jamais vu. Au fil des rencontres, le portrait de la créature se dessine plus nettement. Avant de mettre la main sur des échantillons, Adèle et Richard ont besoin d'un cadre scientifique sérieux pour leur expédition, car ils doivent séparer les faits et la légende.
Pour les aider, ils bénéficient de la précieuse expérience du primatologue indonésien Ahmad Yanuar. Dans cette zone, ils ont vu 3 ou 5 individus qui bondissaient au sommet des arbres. Ils ont dit que c'était l'orang pendek. Et leur description du visage et de la corpulence correspondait à celui d'un orang-outan? Oui, plutôt ressemblant à l'orang-outan. Il a environ 60% de ses caractéristiques. En tant que primatologue, considérez-vous que l'orang pendek existe en tant qu'espèce? Les descriptions des témoins concordent. Orang pendek existe peut-être dans certains endroits. Mais ailleurs, il est sûrement éteint. Peut-être qu'il vit encore quelque part dans le parc national du Kerinci Seblat. C'est une zone immense. Richard et Adèle se lancent sur les traces d'orang pendek. C'est sur les épaules d'une artiste et d'un cryptozoologue que repose désormais l'espoir de trouver une preuve de l'existence du singe oublié de Sumatra. Richard et Adèle, accompagnés de guides et d'alpinistes locaux, vont devoir gravir la ceinture de volcans éteints derrière laquelle débute la végétation intacte du parc national de Kerinci Seblat, le plus vaste d'Indonésie. Ils partent donc avec les moyens du bord, sans aucun financement sinon leur propre denier. C'est le destin des chasseurs de Yétis sur lesquels comptent les scientifiques, faute de mieux. Ils vont tenter de surprendre l'orang pendek avec quelques instruments, quelques notions techniques, au cœur d'une nature immense et souvent hostile. Un véritable acte de foi, une croyance profonde qui dépasse de loin les probabilités rationnelles de croiser la bête. Mais ces expéditions ne sont pas inutiles, car tout le monde est d'accord, il est encore possible aujourd'hui de découvrir une nouvelle espèce. L'espoir d'une telle découverte est bien la motivation principale de cette quête mondiale du Yéti. Après 2 jours d'un trajet éprouvant, Adèle et Richard atteignent une rive éloignée du lac Gunung Tuju, d'où provient la grande majorité des témoignages sur l'orang pendek. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, ce lac s'est formé dans un ancien cratère volcanique. La forêt qui l'entoure est restée la même depuis plusieurs dizaines de millions d'années. On pense qu'orang pendek est une espèce essentiellement terrestre, à la différence des autres orang-outans. Donc il doit se nourrir principalement de fruits tombés des arbres. C'est le fruit qu'il mangeait, d'après les témoins. Génial. C'est un très bon endroit pour y placer le piège caméra parce qu'il y a un tas de fruits encore intacts tombés au sol. S'il vient mordre dans ces fruits, ces mouvements déclencheront l'appareil photo. Ça doit marcher jour et nuit. Des photos, voire des vidéos du Yéti, c'est le Graal des chasseurs d'hommes sauvages. Car en l'absence d'un spécimen, d'ossement ou de cadavre, ce que les scientifiques appellent un holotype, des images d'une créature vivante pourraient tout changer. À l'autre bout du monde, notre millionnaire canadien Adrian Erickson possède maintenant des images inédites filmées en Amérique par ses équipes. Lors de notre tournage, il a accepté de nous montrer des extraits et de les commenter pour la première fois. On l'aperçoit simplement en train de marcher. On les voit rarement à la lumière du jour. Mais vous savez, parfois, c'est le hasard d'une rencontre. Malheureusement pour lui, aucune institution ne va prendre ces images au sérieux. On ne peut rien conclure de ces formes lointaines s'agitant dans la forêt. Nullement découragé, Adrian Erickson fournit ce qu'il déclare être la preuve ultime, un gros plan. Les dents du haut sont plus grandes. Elles ont l'air plus animales. Ici, on peut voir les lèvres sombres et la langue qui est noire, comme celle d'un chien. Mais les gens ont dit que c'était Chewbacca de la guerre des étoiles. Quelques secondes d'images seulement, dont on ne peut vérifier aucun détail. Impossible de ne pas penser à une manipulation.
Les gens de la communauté scientifique ne veulent absolument pas admettre que les Sasquatch existent. Ils n'ont fait que mettre la barre de plus en plus haute sur ce qu'ils attendaient de nous. Donc c'était sans fin. Et il est apparu que la seule chose qui pourrait les satisfaire, c'est de l'ADN. Retour en Indonésie. Depuis une semaine, les Britanniques Richard Freeman et Adele Morse trouvent des traces d'à peu près tout, sauf de l'orang pendek. Griffure d'un tigre de Sumatra, empreinte d'ours malais, squelette de tapir muni de sa mâchoire. Mais si les grands animaux se cachent, les petits, eux, et les insectes sont très présents. Parfois trop, comme ces milliers de sangsues qui se faufilent partout. Le soir, à la tombée de la nuit, un hurlement étrange retentit. Richard tente de reproduire le son. Mais il n'obtiendra aucune réponse. La recherche des échantillons dépend de conditions météorologiques éprouvantes. Chaque jour, pendant plusieurs heures, des trompes d'eau s'abattent, inondant le sol et rendant l'atmosphère très humide. Mais Richard et Adele doivent accomplir leur mission. Dès que la pluie cesse, ils reprennent leur traque. Cette fois, ils se dirigent vers l'endroit d'où semblaient provenir les étranges cris entendus la veille. Peu après leur arrivée, l'excitation est à son comble. Ils sont convaincus qu'un orang pendek est passé ici il y a très peu de temps. Vous pouvez voir l'empreinte avec les doigts de pied, vraiment clairement. Côté gauche, côté droit. Elle est un peu plus grande que ma main, avec des doigts très épais. Il a vraiment des mains énormes. Notre équipe de tournage, 24 heures sur 24 à leur côté pendant toute l'expédition, est également surprise. Personne n'est venu jusqu'ici, aucune trace de pas humain ou de présence humaine récente. Et aucun membre de l'expédition n'a quitté le campement la veille. Le mystère de ces empreintes est entier et suscite une réelle interrogation. C'est un premier succès pour Richard et Adele. Ces empreintes, si elles ne sont pas le fruit d'une manipulation, sont étonnantes. Malgré cela, les moulages d'empreintes de Yétis sont très nombreux dans le monde et n'ont jamais été pris au sérieux par la communauté scientifique. Il est donc impératif pour Richard et Adele de trouver des échantillons biologiques pouvant faire l'objet d'une analyse génétique. C'est un poil. Nous l'avons trouvé à quelques mètres de l'empreinte d'orang pendek. Ça peut venir de lui, donc nous le ramassons. En inspectant méticuleusement la végétation autour des empreintes, Richard et Adele vont récolter des dizaines de poils de taille et de couleurs différentes. Parmi ces échantillons peut se trouver la preuve irréfutable de l'existence de l'orang pendek. Il faut parler à voix basse, au cas où la bête serait encore tout près. C'est un morceau de fruit qui a été mâché, du khitan. On croit que l'orang pendek en raffole. J'espère que sa salive contient plein d'ADN. On a déjà trouvé tellement de choses. On doit être très proche de lui. J'aimerais bien arriver à en voir un ou à le photographier. J'ai bien peur que l'on n'ait rien, à moins d'être exceptionnellement chanceux. Ça restera secret jusqu'à ce qu'on puisse se brancher à l'ordinateur. Il n'y a rien, hein. Rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est nous en train d'installer et de retirer la caméra. Il nous en faudrait beaucoup plus, qu'on laisserait pendant 4 ou 5 mois. Richard et Adele n'ont pas réussi à prendre l'orang pendek en photo, mais ils ont un moulage d'empreintes et des échantillons à analyser. À partir de maintenant, généticiens et primatologues vont prendre le relais. Le premier d'entre eux, c'est Ahmad Yanwar, le spécialiste des primates indonésiens qui soutient leur expédition depuis le début.
son analyse est troublante. 1, 2, 3, 4. Et le pouce est ici. Ouais. Je pense que ça ressemble à une empreinte humaine, d'un hominidé. En tout cas, ça ne ressemble pas à un singe. C'est nettement plus grand que les autres singes, non? Oui. Je n'ai jamais vu d'empreinte comme ça avant. Ce n'est pas celle d'un singe lingur. On connaît ses empreintes. Comme on sait très bien reconnaître les empreintes de macaques, on sait très bien reconnaître les empreintes d'orang-outan, mais celle-ci est vraiment différente de l'orang-outan. Trop grande pour venir d'un autre primate. La première chose qu'on a besoin de mesurer est la longueur et la largeur de l'empreinte. Ensuite, habituellement, on mesure les angles séparant chaque paire de doigts de pied, combien de degrés entre ce doigt-là et cet autre, comme ici et là. C'est très utile pour faire la différence entre un individu et un autre individu. Sur la main, notre pouce est ici, mais sur le pied, il est ici, à l'avant. Sur l'empreinte, il est sur le côté. Je suis heureux maintenant. Beaucoup de gens s'intéressent à Laurent Pendek. Avant, j'étais seul, avec une toute petite équipe. Maintenant, on est nombreux. Oui, c'est un début, pour chercher ensuite d'autres échantillons, de poils ou de sang. Début 2013, à peu près au même moment, toutes les équipes investies dans la course au Yéti ont pu obtenir des échantillons, des poils et parfois même de la salive, comme en Amérique. Les laboratoires sont maintenant sur la ligne de départ pour décrypter l'ADN contenu dans les prélèvements. Au bout de quelques mois, chacun cherchera à publier ses résultats le premier. C'est à Copenhague que les échantillons rapportés de Sumatra vont être analysés par les équipes du professeur Thomas Gilbert. Aux USA, Adrian Erickson finance des analyses dans une douzaine de laboratoires différents sous la direction du docteur Melba Ketchum, une experte dans l'identification génétique des espèces animales. À Oxford et Lausanne, les analyses des échantillons ont aussi débuté. L'appel a eu un certain succès et on a plusieurs dizaines d'échantillons provenant principalement d'Amérique du Nord, il faut le dire, de Russie aussi, mais également du sud-est asiatique, qui correspondent en fin de compte là aux endroits où sont censés vivre ces êtres sauvages évolus. Mais l'analyse des poils de Yéti se révèle plus complexe que prévu et la publication des résultats est sans cesse retardée. Dans notre annonce l'année passée, on avait été un peu optimiste au niveau des délais. On pensait que, voilà, en début 2013, on aurait déjà les résultats. En fin de compte, les choses ont mis un peu plus de temps déjà pour récolter les preuves, donc pouvoir les avoir en laboratoire. Ensuite, la méthode n'est pas simple, donc il a fallu aussi adapter la méthode aux échantillons assez spéciaux qu'on avait. Donc on a pris du retard. À Copenhague, le périple des échantillons d'Orang Pendek commence. Ils sont attendus impatiemment par Lars Thomas. Ce biologiste est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des analyses de Phaner, c'est-à-dire des poils, des cheveux et résidus de la peau. C'est lui qui va conduire une première analyse des poils rapportés de Sumatra. Un véritable travail d'enquête commence. Sherlock Holmes pouvait, à partir d'une allumette cassée et de 2 empreintes, expliquer ce qui s'était passé et comment. Sans me comparer à lui, j'aime l'idée que depuis un cheveu, une écaille ou une empreinte, je puisse dire qu'il y avait un animal ici, ou quelque chose de bizarre que vous devriez aller voir de plus près. J'aime ce mélange entre la zoologie et le travail d'enquête. Parmi tous les échantillons rapportés d'Indonésie au fil des expéditions, Lars a identifié des fibres végétales, de minuscules champignons, des cheveux humains, des poils de mammifères déjà connus, mais aussi ce poil qui, pour lui, serait la signature de Laurent Pendek. Je suis certain que ça ne provient pas d'un orang-outan, d'un gibbon ou d'un autre singe de Sumatra. Et ça n'est pas un poil humain. On peut voir que c'est un primate avec ses parties plus creuses qui sont vraiment typiques. Mais alors que chez l'orang-outan, c'est une seule bande concentrée au milieu, ici, chez Laurent Pendek, il y a des parties vides là et là. Et on peut voir la couleur qui est plus intense. Ceci est typique des poils d'Laurent Pendek que j'ai vus. Quel sera le verdict de l'équipe du professeur Thomas Gilbert?
La génétique confirmera-t-elle l'existence d'un primate inconnu à Sumatra? En parvenant au laboratoire de Copenhague, le poil candidat d'Orhan Pendek va être lavé. L'ADN qu'il contient va être extrait, purifié, amplifié. Il devient alors possible de décrypter la séquence ADN de l'animal et de déterminer l'origine de ce poil. L'ensemble du processus va durer au moins 24 heures et pendant ce temps, tous les espoirs sont permis. Ce qui était intéressant était la couleur du poil. Cette teinte orangée qu'on ne trouve pas vraiment dans la population locale de ce pays. 24 heures plus tard, c'est l'heure de vérité pour le poil candidat d'Orhan Pendek. La séquence ADN est maintenant disponible pour l'analyse. Reste à la comparer avec les 30 000 séquences d'animaux déjà répertoriées dans la Banque génétique mondiale. On a donc obtenu un résultat après avoir extrait l'ADN de ce poil qui a été complètement identifié. L'ADN correspondait à 100% à de l'ADN humain. Il n'y a aucune autre façon pour moi de l'expliquer, à part qu'il s'agit d'un poil humain. Je pense que ces poils ne peuvent en aucun cas provenir d'un humain. La structure du poil ne correspond pas. Ceux de l'homme ont une structure bien particulière et cet échantillon ne correspond pas du tout. L'ADN humain que le professeur Thomas Gilbert et son laboratoire ont trouvé peut provenir d'une contamination de l'échantillon lors de la manipulation. Quelqu'un a peut-être oublié de mettre ses gants. Une goutte de sueur a pu tomber. Je ne rêverais même pas de considérer que ceci puisse servir de preuve pour Laurent Pendek. Mais c'est une indication claire qu'il y a quelque chose d'inconnu à Sumatra. Qui croire? Le poil roux trouvé dans la jungle est-il humain ou issu d'un singe? Des résultats clairs, lisibles et sur lesquels les spécialistes s'accordent, voilà ce qui manque pour la reconnaissance de Laurent Pendek. En Amérique du Nord, les échantillons rassemblés par le millionnaire Adrian Erickson ont aussi parlé. Là-bas, comme pour les vidéos ou la quête d'échantillons, les grands moyens ont été employés pour mener les analyses génétiques. Pas moins de 12 laboratoires indépendants qui n'étaient pas prévenus qu'ils cherchaient un homme sauvage ont analysé en même temps les échantillons de poils, salive, peau rapportés par les équipes d'Erickson. Autant d'arguments pour permettre aux Américains de proclamer des résultats indiscutables. Ces efforts finissent par porter leurs fruits. C'est même un coup de tonnerre dans la communauté scientifique. Pour la première fois, en février 2013, la preuve génétique de l'existence d'un Yéti est avancée dans un long article scientifique publié par l'équipe du docteur Melba Ketchum. Elle reste aujourd'hui encore la seule à avoir publié ces données. L'annonce a lieu lors d'une conférence de presse à Dallas. On a travaillé sur cette étude pendant 5 ans. On a fait la même chose que pour le séquençage du génome humain, sauf qu'on l'a fait pour 3 génomes au lieu d'un. Les nouvelles technologies nous permettent de séquencer rapidement et efficacement. Nous avons 3 téraoctets de données venant de 3 échantillons. 1 téraoctet de données par échantillon. On a des images, ce qui est spectaculaire, d'une jeune femelle Sasquatch rousse. J'ai effectué un test sur le gène de la couleur du poil. Elle a le gène des poils roux. La communauté scientifique a systématiquement négligé ceci. Et avec tout le respect que je dois à ces gens, qui par ailleurs sont de bons chercheurs, il est temps pour eux de se calmer et de jeter un œil sur nos données. Nous avons l'échantillonnage d'un ADN supposé de Sasquatch, ce qui répond à beaucoup de questions. L'annonce que Bigfoot est bien réel et qu'au-delà des vidéos contestées, il existe désormais une preuve génétique de son existence va faire les gros titres de la presse américaine. Troublés par les résultats, de nombreux généticiens se penchent sur cette étude. Un scientifique se doit d'avoir l'esprit ouvert à tout, notamment à l'existence d'une créature de 2,50 m qu'on n'a toujours pas réussi à voir. Je remarque le succès des séries policières américaines, où les gens mettent un échantillon dans une machine et ils disent « ouais, on a une réponse ». Le problème des tests génétiques est que ce n'est pas aussi facile. La réalité biologique est effectivement plus complexe que dans les séries policières. Dans chacune de nos cellules, nous n'avons pas un mais 2 types d'ADN.
Le premier se trouve dans le noyau, l'ADN nucléaire. C'est lui la star des analyses médicales ou de la police scientifique. C'est lui qui est transmis pour moitié par le père et pour moitié par la mère et qui contient tout notre programme génétique. Mais un autre ADN plus simple se situe dans les mitochondries. Les mitochondries sont de petites usines qui évoluent au sein de la cellule et lui apportent toute l'énergie pour vivre et respirer. Or, l'ADN des mitochondries n'est transmis que par la mère à ses enfants. C'est grâce à lui que les historiens peuvent remonter le fil généalogique d'une famille sur des dizaines de générations. Et c'est l'étude de cet ADN mitochondrial qui a conduit le docteur Ketchum à des conclusions surprenantes. L'ADN mitochondrial, c'est la première chose qu'on a regardée. Et la surprise fut de découvrir qu'il était 100% humain. Nous pensons que c'est un hybride humain. C'est notre théorie. De l'ADN humain dans un yéti. C'est possible s'il s'agit d'un hybride. Pour le docteur Ketchum, une ou plusieurs femmes se seraient unies avec des primates inconnus. Le fruit de leur union serait un Bigfoot qui a reçu l'ADN mitochondrial humain de sa mère. Cet ADN humain se serait transmis de mère en fille jusqu'à aujourd'hui. Mais les généticiens ont décelé dans les mitochondries une information importante qui remet en cause l'hypothèse de l'hybridation. Lorsque l'on examine les mitochondries, on peut facilement les associer avec des origines géographiques. Certaines séquences sont clairement européennes, d'autres sont asiatiques, africaines ou américaines. Bigfoot se trouve en Amérique, et les résultats de l'analyse de l'ADN mitochondrial montrent des séquences venant non seulement d'Amérique, mais aussi d'Europe et d'Afrique. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi ce Bigfoot américain aurait-il de l'ADN africain? Cela signifierait que ce mystérieux animal d'Amérique du Nord s'est mélangé de façon répétée avec des humains du monde entier avant d'atterrir finalement en Amérique. L'idée que des Bigfoot se soient unis avec des femmes venant du monde entier est considérée comme irréaliste par la communauté scientifique. Mais malgré les critiques, le docteur Ketchum maintient sa théorie de l'hybridation. C'est la seule explication qui justifie ce qu'elle a trouvé dans le noyau. Nous sommes allés plus loin. Nous avons ensuite examiné l'ADN nucléaire, celui qui est hérité du père et de la mère. Et ce qu'on a trouvé est qu'il n'était pas humain. Cela ne correspond à rien de connu. C'est un ADN complètement nouveau. Quand on manipule le génome, on obtient un grand nombre d'animaux différents, qui se montrent sur 1% ou 0,5% de la séquence. On trouve de l'humain sur environ 3%. Et tout cela dans la totalité du génome. L'équipe du docteur Ketchum a effectué le séquençage du génome nucléaire sur 3 échantillons séparés de Bigfoot. Les 3 échantillons d'ADN nucléaire présentent les mêmes caractéristiques, mélangeant l'homme, des animaux et un primate inconnu dans un même patrimoine génétique. Pour elle, c'est la preuve définitive, attendue depuis toujours par les cryptozoologues, qu'il existe un primate inconnu en Amérique du Nord. Mais la plupart des généticiens lisent autrement ces résultats et s'interrogent sur la nature même des échantillons de Bigfoot. Les échantillons qu'ils ont été récoltés dans la nature, sur des arbres, par terre, etc. Donc, et puis ils ont été ramassés par des humains. Donc il y a de fortes chances que l'ADN qui soit sur ces échantillons appartienne à différentes espèces. Il est difficile après d'analyser un échantillon où en fait au final c'est une soupe avec différents types d'ADN. Il y a des bactéries, il y a d'autres mammifères, puis peut-être que l'échantillon de base appartient à un mammifère qui n'est pas un Bigfoot. Quelle conclusion tirer de cette étude génétique? Ce nouvel ADN est-il abîmé et comporte-t-il accidentellement de l'ADN de plusieurs espèces? Ou bien le docteur Ketchum a-t-elle enfin réussi à mettre la main sur l'ADN du Yéti? Impossible de trancher sans disposer d'un échantillon de référence indiscutable. Si vous dites que vous comparez un échantillon X avec Bigfoot, ça veut dire quoi? On n'a pas d'échantillon de référence de Bigfoot. On n'a pas l'ADN du Sasquatch. Ce que vous pouvez dire de mieux, c'est « voici un échantillon, et soit il correspond à du chevreuil, de l'ours ou de l'humain, soit il ne correspond pas. » Pour découvrir une telle espèce, la génétique n'est clairement pas l'outil approprié. Parce que pour dire qu'un élément génétique vient d'une espèce, il faut l'avoir déjà étudié génétiquement auparavant. L'ADN ne serait donc utile que pour identifier une espèce déjà connue. La course au Yéti continue. En novembre 2013, Oxford et Lausanne annoncent à leur tour leurs premiers résultats. Eux n'ont pas trouvé de primate inconnu dans l'Himalaya, mais un ours polaire.
Ça ne veut pas dire pour autant que le Yéti n'existe pas. Après, on est dans des domaines de croyance. Les gens veulent croire au Yéti, ben, qui s'y croient, c'est très bien. Moi, je vais pas... Donc, en dehors de ce champ-là, moi, je vais vraiment essayer de rester dans le domaine purement scientifique, dans cette analyse et dans l'interprétation qu'on pourra en faire. Pourtant, le Yéti n'est toujours pas un objet d'étude tout à fait comme les autres. Contrairement à la promesse qu'aucune information ne serait disponible avant la publication d'un article scientifique, c'est par voie de presse que les résultats sont annoncés avec fracas. Le Yéti ne serait pas une de l'université d'Oxford. Ces poils sont identiques à ceux d'un ours polaire. Un ours polaire dans l'Himalaya. Comment expliquer la présence dans les plus hautes montagnes du monde d'une espèce d'ours uniquement adaptée à la vie sur la banquise du Grand Nord? Encore une fois, l'hypothèse d'un être hybride et étrange, inconnu de la science, est avancée. Comme si l'ADN mis au jour obligeait les chercheurs à inventer une créature mystérieuse de plus dans l'Himalaya. Une énigme en remplace une autre. La génétique n'est donc pas l'outil qui nous apportera la vérité sur le Yéti. Et l'ADN rejoint la liste des preuves qui restent insuffisantes. Comme l'examen de poils au microscope, l'étude des empreintes qui peuvent être fabriquées, la collecte de témoignages qui peuvent être inventés, inutile aussi toutes les photos et vidéos prises de jour comme de nuit, toutes considérées comme des canulars. Aucun de ces éléments ne pourra jamais prouver l'existence à nos côtés d'un homme sauvage. En effet, le seul moyen pour lui, s'il est une créature de chair et de sang, de se hisser hors de la légende, est de sortir du bois et faire don de sa personne. Car jusqu'à aujourd'hui, aucun véritable Yéti, mort ou vif, n'a encore été découvert. Il manque toujours ce holotype, le modèle de référence dont ont besoin les spécialistes. Sans ce spécimen à étudier, notre cousin caché le Yéti restera un mythe, à tout jamais. Les gens les voient, mais nous n'avons pas de corps. Je suis désolé que cela prenne aussi longtemps, mais je pense que nous l'aurons. En science, il est impossible de prouver l'absence de quelque chose, donc il est impossible de dire Bigfoot n'existe pas. Les gens me demandent si je crois au Yéti. Ma réponse est je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des preuves convaincantes? Pour moi, non. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr.